Bonjour à tous, bienvenue dans cette première discussion de la dernière journée d'IMIPIM, première discussion du cycle organisé tout au long de ces 3 jours sur le stand France Architecture. On a eu plusieurs rencontres chaque jour pour traiter de tout un tas de sujets. On avait parlé notamment des friches, on a parlé de la place de l'usager. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'innovation et à l'expérimentation en architecture. On va avoir une petite heure pour évoquer la question ensemble avec des invités dont les points de vue nous intéressent particulièrement puisqu'ils ont été ces dernières années lauréats des AJAP ou du PJU, les albums des jeunes architectes et paysagistes, ou bien le prix des jeunes urbanistes. Autant dire qu'ils représentent en quelque sorte la jeune création architecturale française, peut-être l'architecture de demain, on va le voir. En tout cas, votre vision de l'innovation nous intéresse particulièrement. On va se nourrir de vos témoignages et peut-être aussi, si on arrive à ouvrir la discussion, ça pourra même encore enrichir le contenu de nos débats. Je fais un rapide tour de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Je me présente, je suis David Habitant, je suis journaliste d'architecture. Et puis, on a avec nous Alphonse Sartou de l'agence SIGU, AJAP 2012. L'agence SIGU que vous avez cofondée, Alphonse, avec Camille Bénard, Julien Franc-Valgrine et Guilhem Renard. Et puis, juste à côté, c'est Antoine Aubinet. En grande forme, Antoine Aubinet. Antoine Aubinet qui est co-directeur de Bellastock, responsable de la pédagogie de la formation. Bellastock, une société coopérative d'intérêt collectif d'architecture expérimentale. Si on a des étudiants en architecture de ces 10-15 dernières années, ils connaissent forcément le festival Bellastock, mais pour les autres, on commence à vous voir de plus en plus dans l'accompagnement de projets d'architecture. Bellastock qui est PJU 2020, prix des jeunes urbanistes 2020. Bravo à vous. Derrière, c'est Jean-Luc Fugier de l'agence Pan Architecture AJAP 2012. Et puis derrière encore, nous avons Mathieu Barret de l'agence Titan AJAP 2018. Titan qui est cofondé par vous-même, Mathieu, avec François Guinaudot et Romain Prado. Et puis derrière, nous avons Marie Zawistovski de l'agence Onsite, agence AJAP 2014. Onsite, c'est vous, Marie, et Kiss Zawistovski. Et enfin, nous terminons avec l'agence Awesome, représentée aujourd'hui par Marie Fad. Awesome, qui est cofondée par vous-même avec Stéphanie Franceschi, Baptiste Franceschi et Caroline Mangin, et lauréat des AJAP 2016. Donc voilà, là on a le 2012, 2014, 2016 et 2018 et PJU 2020. Donc on a les 10 dernières années des prix des jeunes architectes et urbanistes avec nous. Et on en est ravis. On va évoquer, je le disais, la question de l'innovation, de l'expérimentation en architecture. On va voir quelques images de projets. On va aussi discuter tous ensemble pour essayer de comprendre, d'une part, quelle est la place aujourd'hui pour l'innovation dans la pratique architecturale. L'innovation qui vous tient tous à cœur, mais de quelle manière on arrive à la mettre en œuvre dans les projets, ça peut être une question. On va essayer d'y répondre en tout cas. On va plus précisément, voir aussi par quoi elle se caractérise pour vous, cette innovation, et puis qu'est-ce que ça ouvre comme possible, mais aussi quelles en sont les limites. C'est assez évident tout ça, et en même temps, ça va nourrir une discussion, j'en suis sûr, absolument passionnante. Pour la commencer, cette discussion, pour faire à la fois un petit tour de présentation, et puis en même temps bien comprendre vos points de vue respectifs aux uns et aux autres, et en même temps montrer aussi de quelques images vos travaux respectifs. On va je vous avais demandé de venir chacun avec une image qui porte sur la thématique qui nous intéresse. Et on va pouvoir en dire un mot, à commencer par vous, Antoine Aubinet. Cette image, elle vient d'un des festivals Bellastock. Donc si vous pouvez nous rappeler d'un mot ce qu'est le festival Bellastock, et peut-être celui-ci en particulier. Eh bien, bonjour à tous. Donc Bellastock commence il y a maintenant 16 ans. Et l'objectif premier était de retourner sur le terrain et de pratiquer, manipuler la matière. Et donc on a créé un événement assez simple qui consistait à concevoir, construire, habiter son projet, le déconstruire. Avec des étudiants en architecture. Et voilà. Et donc il y avait les germes de tout ce qu'on développe aujourd'hui dans nos projets. L'idée de pouvoir faire circuler la matière, donc travailler sur la notion de l'assemblage. Comment est-ce qu'on utilise ce que l'on construit et on transforme le projet au fur et à mesure de l'utilisation. Comment est-ce qu'on déconstruit, et finalement aussi les temps conviviaux autour des chantiers.
que l'on va retrouver dans ce qu'on pratique aujourd'hui dans l'urbanisme de transition. Donc Bellastock, on est 15 aujourd'hui, on est une société coopérative. Pardon, excusez-moi Antoine, juste un mot, parce que quand même sur ces festivals, et c'est vraiment pas anodin, et c'est quand même tout... Enfin, je sais pas si d'ailleurs si on a des anciens étudiants qui ont participé au festival. Non, aucun d'entre vous. Bon, d'accord, très bien, mais il aurait pu, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est passé par là. C'est des festivals avec parfois 500, 700, 1000 personnes qui se regroupent pour concevoir une ville éphémère sur 3 jours. Exactement, et là en l'occurrence, on a travaillé sur les terres du Grand Paris, et on a travaillé avec le laboratoire Cratère, pour transformer des terres des blés en blocs de terre comprimés. On en a fait 17 000 qu'on a distribués aux participants. Et donc là, sur l'image, on a 1000 étudiants en architecture, design, art, qui vont travailler à partir de terres de déblais et se familiariser avec ce matériau. En gros, l'objectif de Bellastock, c'est de ramener des nouveaux matériaux, l'idée d'expérimenter et d'innover dans les écoles d'architecture. Et c'est vrai qu'il y a tout un parcours et cette image, elle représente bien aussi l'essence de Bellastock parce que ça a commencé comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, vous le disiez à l'instant, c'est une équipe de professionnels. Ouais. Vous continuez les festivals chaque été avec des étudiants, mais Bellastock, c'est une équipe de professionnels qui travaillent à l'accompagnement sur toutes ces questions de réemploi, notamment des questions autour des ressources et des matières. Quelques projets en un mot. Allez, un seul. Un seul, la tour Montparnasse. Voilà. On est en train de récupérer tout le verre de la façade de la tour Montparnasse pour pouvoir l'intégrer dans les aménagements intérieurs de la tour avec la nouvelle AOM. Voilà, un projet. Merci Antoine. On continue après, on va bien sûr ouvrir la discussion et faire cohabiter aussi tous ces points de vue-là, mais pour continuer le tour de table, le tour de présentation, cette image, elle représente un projet de l'agence Titan. On est Rubias à Nantes et ce sont les bureaux de l'Université de Nantes. Est-ce que Mathieu Barré, vous pouvez nous dire un mot de ce projet, de la place qu'il prend dans dans le book de Titan et la valeur d'innovation qu'il porte ce projet? C'est notre première commande, c'est-à-dire qu'on a travaillé pour l'Université de Nantes. C'était un rez-de-chaussée, c'est situé en plein milieu de l'Université de Nantes, entre la fac de médecine, la fac de pharma et le CHU. En fait, c'est un lieu qui est passant, il y a 1000 étudiants qui passent à chaque fois, chaque jour, et c'était un élément fort de la fac de dire l'Université de Nantes, on vient implanter des bureaux, c'était le pôle innovation, donc plutôt des chercheurs qui sont de l'université, qui viennent travailler avec des entreprises. Et c'est un peu un hub entre le privé et le public. Et nous, notre réponse, en fait, c'était à partir d'un rez-de-chaussée qui est un ancien local commercial. C'était comment intervenir avec et faire un signal, et en même temps répondre à la problématique de conserver la lumière à l'intérieur des bureaux. Et cette place-là était totalement minérale, elle était en cours de travaux. Et notre réponse, en fait, elle était assez subtile en disant comment revégétaliser en fait cette vitrine et en faire un signal de nuit et de jour. Et donc on a travaillé sur cet aspect-là avec un botaniste qui est l'ancien directeur des jardins de plantes de Nantes, donc monsieur Claude Figureau, qui travaille pas mal avec aussi des architectes et d'autres confrères. Et on a travaillé sur cette cascade en fait de plantes en vitrine et qui vient protéger l'intimité de chaque usager des bureaux et en même temps avoir une vocation pédagogique aussi sur les plantes. Parce qu'on a en façade listé un peu les termes latins et les termes en français, francisés, avec cette fac de pharma, les étudiants passent devant. Voilà. En matière d'innovation, puisqu'on parle et on va avoir l'occasion d'approfondir la question et peut-être notamment dans la suite de nos discussions, mais sur c'est quoi les enjeux ici sur ce projet en particulier, sur cette façade en particulier, il y a pas mal de problématiques que vous avez pu rencontrer. Comment créer un filtre végétal en fait, c'était comment lier les deux, lier conservation de la lumière, signal pour l'Université de Nantes et mettre en avant aussi un sujet d'innovation. Et l'innovation, on l'a trouvé, nous, par cet effet de cascade et d'alimentation en eau. C'est autogéré, on va dire, il y a juste une intervention annuelle. Mais par contre, c'est vraiment cette mise en place, cette réflexion sur comment ça soit visible en fait, depuis l'extérieur en vitrine, quoi. Et notre réponse, c'était juste cet élément-là. Après, à l'intérieur, on a vraiment développé des bureaux sur un confort thermique et confort acoustique, quoi. À chacun, je vous ai demandé, et j'entends bien la frustration que ça a pu générer, de venir avec un projet, une image. Et du coup, il a fallu faire un choix dans la manière de présenter l'innovation. Et ça nous fait un panel finalement très très large, même si on va voir d'ailleurs entre Titan et Sigu qu'il y a quelques... voilà, on va voir, il y a des choses qui reviennent. Mais un panel très très large, c'est aussi une question d'échelle. Et là, on change.
complètement d'échelle et on change aussi de valeur de l'innovation. En soi, on est sur la construction bois, ce qui aujourd'hui paraît, je ne vais pas dire évident, c'est jamais évident, mais on le voit en tout cas. Et pourtant, c'est pas, voilà, à partir d'une certaine hauteur notamment, on est sur des vraies questions d'innovation. Oui, Marie-Fad, au somme. Donc j'ai choisi de vous présenter un document de travail en fait. C'est notre actualité vraiment à l'agence puisque c'est le projet sur lequel on travaille en ce moment, parmi d'autres. Mais donc en fait ce projet représente un petit peu les volontés qu'ont beaucoup de métropoles aujourd'hui face aux enjeux environnementaux du monde de la construction. D'imposer dans le cahier des charges de la construction bois et notamment ici donc à Bordeaux où la métropole a décidé d'imposer une quantité de 60% de structure bois sur les projets, donc ce qui pour nous architectes est très intéressant puisque du coup ça nous permet de travailler sur des projets environnementaux, même à grande échelle, à accompagner des promoteurs qui, eux, bien sûr, cela soulève pour eux, bien sûr, pas mal de complications, puisque il faut donc gérer la problématique de l'économie du projet, puisque la construction bois, c'est quand même quelque chose qui coûte encore aujourd'hui très cher. Donc gérer l'économie du projet et aussi ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est que ça pose aussi des problèmes de réglementation puisque donc sur des immeubles de grande hauteur on est un petit peu dans les prémices de ce qui se fait en construction bois de cette dimension-là et bien souvent on a des problématiques avec les pompiers de sécurité incendie et voilà, donc ça pose c'est un petit peu l'aventure d'essayer de concevoir un projet à la fois en bois et qui répond à toutes ces demandes réglementaires. Donc on est sur un projet qui est en structure bois à partir du 2e niveau. Donc on a un socle béton, des noyaux béton et le reste est tout en ossature bois avec des planchers connectés bois-béton. Et en fait il y avait également une autre attente de la ville de Bordeaux qui est de vouloir perpétuer en fait l'identité bordelaise de la ville de Pierre et donc d'avoir en façade un parement minéral. Et nous, on ne souhaitait pas créer un parement rajouté sur une façade qui aurait été en bois. Donc on a fait le choix d'avoir un exosquelette en béton, lui. Donc la façade est en béton et rapportée à la structure bois. Et voilà, donc c'est assez... c'est assez innovant, si on veut, surtout sur un projet de cette taille-là. Voilà. On en est où dans le projet On est en étude. En étude encore, voilà. Très bien. C'est pour ça que je vous ai montré un document de travail. Ouais. Merci de cette exclusivité. Sur cette question de l'innovation et de l'architecture bois, peut-être que je débarque un petit peu sur la question, mais j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps, ça fait... Franchement, 5 ou 10 ans que j'entends parler d'innovation dans l'architecture bois parce que d'un coup, on fait 2 étages, on fait 3 étages, on fait 5 niveaux et ainsi de suite. Alors, on en est où aujourd'hui? À combien de niveaux c'est innovant de faire un bâtiment en structure bois? En fait, aujourd'hui, les réglementations sont en train d'évoluer. Il y a des propositions qui sont faites et face à la demande, je pense, de beaucoup de métropoles aujourd'hui de faire de la construction bois, la réglementation se transforme et au fur et à mesure sur chaque projet je pense qu'on avance et on arrive à faire des progrès là-dessus aujourd'hui, en tout cas en ce qui nous concerne ici, parce que en fait dans chaque endroit en fait les réponses qui sont données par les bureaux de contrôle ou par les pompiers tout simplement diffèrent en fait. Chacun un petit peu adapte son discours. Aussi parce que le bois, il réagit pas pareil dans telle ou telle région. Donc je pense qu'il y a ça qui entre en jeu. Et également au niveau de la sécurité incendie, pas tout le monde n'a la même réponse. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément un grand recul sur la réaction d'une structure bois sur une telle hauteur. Maintenant, on sait que le bois réagit très bien finalement au feu par rapport à, par exemple, une structure acier qui, elle, va
fondre et peut vraiment s'écrouler. La question qui se pose aujourd'hui, c'est ce que j'ai cru comprendre ces derniers temps, c'est que ce qui les inquiète, c'est dans le cas où il y a eu un incendie sur un bâtiment, savoir ensuite à quel point il a été endommagé pour pouvoir, oui ou non, le réinvestir. Voilà. Donc aujourd'hui, tous les éléments en bois de la structure ne doivent pas être apparents, par contre. Donc on est vraiment sur de la structure bois, mais protégée par des matériaux par flamme, etc. Et vous évoquiez, Marie-Fad, la question de la réglementation, évidemment, qui est aussi très liée à la question des assurances. Et on va en parler puisqu'on est sur cette thématique de l'innovation, de l'expérimentation. Ça rentre bien sûr dans le cadre de tout ça. Ça peut les faciliter ou au contraire les empêcher. Voilà, je garde cette petite note de côté et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Un projet de l'agence Pan Architecture désormais. Jean-Luc Fugier, c'est un hôtel dans le 8e arrondissement de Paris. Racontez-nous un petit peu la valeur d'innovation. On devine quelque chose déjà par rapport, j'imagine, aux baies coulissantes, si vous voulez nous en dire un mot. Oui, tout à fait. C'est un projet qui est un peu anachronique dans notre travail parce qu'on est plutôt habitué à travailler sur les questions d'innovation dans le réemploi ou dans la transformation, dans le détournement de matériaux plutôt pauvres. Mais vous avez voulu être complémentaire de vos voisins et je vous en remercie. Non, ça c'est un projet qu'on a fait à Paris dans le 8e. C'est Logiciemp, le maître d'ouvrage. C'est important de le souligner parce que la question de l'innovation, elle est souvent liée au rapport qu'on peut avoir avec notre maîtrise d'ouvrage. Donc c'est vraiment un binôme. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un partenariat, une confiance qui soit mise en place, qui est essentielle. Donc pour moi, cette condition-là, elle est indispensable dans l'innovation aujourd'hui. Et ici, on a travaillé sur ce qui nous intéresse dans l'innovation, c'est-à-dire d'essayer de proposer des usages un peu nouveaux, d'essayer de proposer des espaces de liberté, ou en tout cas, l'appropriation peut être un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'ai choisi cet exemple parce qu'il est... l'innovation, si vous voulez, d'une manière générale, moi j'ai toujours en tête un peu la citation d'Alvaro Siza qui dit que quand on pense inventer quelque chose en architecture, en fait, ça démontre simplement notre ignorance. Et je trouve que c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'on est plutôt des gens qui travaillons la transformation des choses, la combinatoire des éléments, mais on fait très peu d'invention dans l'architecture. Et ici, on n'invente finalement pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on utilise des fenêtres à guillotine, sauf que c'est des ouvrages qui ne s'utilisent pas du tout en France parce qu'on a toute une complexité réglementaire qui rend la chose quasiment impossible. Et donc l'innovation ici, c'est d'utiliser un savoir technique plutôt très haut de gamme, parce qu'on ne se rend pas compte sur l'image, mais ce sont des baies qui font 4 mètres de large et qui se manipulent avec un doigt. C'est-à-dire que c'est une façade intelligente un peu complexe. On a des poulies qui sont cachées derrière les poteaux béton, si vous voulez, avec des contrepoids qu'on a dessinés spécialement pour cet ouvrage et qui permet de manipuler ces fenêtres de manière très légère. Pardon, je vous interromps juste pour insister sur ce que vous disiez à l'instant sur l'enjeu technologique d'une façade comme ça, qui est directement lié à l'enjeu réglementaire aussi, c'est-à-dire que la technique peut permettre de faciliter certaines questions réglementaires, assurantielles, etc. Oui, alors la difficulté sur un projet comme ça, c'est évidemment qu'on n'a pas d'avis technique, c'est compliqué, qu'on est soumis à des contraintes d'habitude de fonctionnement, c'est-à-dire que pour les gens, un coulissant, ça pose pas de problème, mais dès que le coulissant se fait verticalement, tout de suite, c'est un gros sujet, alors que ça paraît complètement basique dans plein de pays anglo-saxons d'avoir ce genre C'est culturel. Hein, c'est culturel, voilà. Et ça, c'est étonnant de le souligner, c'est pour ça qu'on a choisi ce projet. Et ça a été un bras de fer un peu compliqué avec les pompiers, il y a eu plusieurs dérogations, on a eu des barrières successives qu'on a réussi à lever, mais c'est essentiellement des barrières dans la tête, effectivement. On continue notre tour de l'innovation qui encore une fois, qui n'a rien de représentatif et qui est, voilà, on pioche dans vos parcours respectifs des bâtiments, des projets qui ont répondu à un moment ou à un autre à ces questions d'innovation et d'expérimentation. Mais voilà, c'est en les mettant tous ensemble qu'on va essayer de créer une grande ligne directrice pour raconter ce qu'est, ce que sera, ce que peut être l'innovation et l'expérimentation en architecture. Et on continue sur un projet encore différent, dans un cadre encore différent. Et Marie Zawistowski, je vous invite à nous le raconter donc, pour l'agence On-Site. C'est bon, j'ai mis. Oui, alors moi j'ai choisi cette image parce que, bon, évidemment c'est difficile de résumer une pratique d'une vingtaine d'années en une image. Et donc, d'abord pour parler de...
quand je pense à la question de l'innovation ou même de l'expérimentation, moi je dirais que nous, on expérimente depuis le début de notre pratique du métier sur le processus et sur la place de l'architecte dans le processus de réalisation de l'architecture. Donc là, vous me voyez, moi et Keith, aux manettes d'engins élévateurs, entourés de nos étudiants, en train de préparer l'envoi d'éléments préfabriqués, qui sont préfabriqués en matériaux, en circuits courts, etc., pour un projet d'intérêt général. Dans la pratique de on-site, dès le départ, en fait, nous avons pris le parti en fait, d'être partie prenante de la construction, de la réalisation de nos propres mains des projets qu'on avait conçus sur le papier. Et donc, on peut dire qu'en ce sens, nous avons expérimenté d'autres manières d'appréhender le métier d'architecte qui ensuite nous ont amenés à expérimenter des processus inclusifs dans la conception et dans la réalisation des projets. Ces processus, cette approche aussi nous a amené à avoir un autre type de collaboration avec tous les participants, tous les acteurs de la construction, les artisans en particulier. Et puis aussi, ça nous a amené à développer à réfléchir sur la manière de former les architectes pour le futur. Et donc, c'est pour ça donc nous sommes tous les deux enseignants-chercheurs aussi. Et nous avons cofondé le Design Build Lab, qui est donc une pratique pédagogique où des étudiants en architecture, et là, dans leur cursus universitaire, réalisent des projets d'intérêt général, de leur conception à la réalisation, avec tout un tas d'acteurs. Et je me permets de rajouter que cette transmission, non seulement elle fonctionne, mais elle fonctionne au deuxième degré, puisque j'ai la chance de connaître quelques-uns de vos anciens étudiants, Marie, qui eux-mêmes sont dans cette question de la transmission. Et enfin voilà, je veux dire, en apprenant ce processus-là, en fait, je crois qu'on transmet même le processus et que cette envie cette manière de faire de l'architecture est en tout cas partagée par les générations qui vous suivent. Oui, je dirais, en fait, pour nous, ce n'est pas important d'apprendre un type de processus, mais ce qui est important, c'est d'interroger les processus et les manières de pratiquer le métier. Qu'est-ce que le métier d'architecte ou les métiers quels sont les métiers de l'architecture d'aujourd'hui et de demain, et puis aussi la manière de faire de l'architecture. Quand on conduit un processus de conception en ayant des réunions publiques très régulières pour avoir les retours des usagers au fur et à mesure de la conception d'un projet, on expérimente une autre manière de faire de l'architecture. Quand on travaille main dans la main avec des artisans qui ont des savoir-faire qu'il faut absolument valoriser et qui contribuent à la transition écologique, eh bien, on interroge aussi les processus et le rôle de chacun dans ce processus. Et pour moi, l'architecte a vraiment un rôle central. Et ce rôle ne peut être, comment dire, la présence de l'architecte vraiment sur le chantier est essentielle pour développer ce rôle. On entend l'enjeu de ce processus et ce dont vous venez de nous parler, mais un mot tout de même sur le projet en lui-même. En fait, on ne l'a même pas situé. Et de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on conçoit avec des étudiants dans le cadre d'un tel workshop? Oui, alors ici, c'est un projet d'amphithéâtre à ciel ouvert. Ce projet, il était réalisé aux États-Unis, puisqu'on a enseigné pendant longtemps à l'université de Virginia Tech, et maintenant on enseigne à l'école d'architecture de Grenoble. Mais en fait, on réalise un projet par an avec les étudiants. Et puis, nos projets on-site, donc nos projets professionnels, on a aussi une approche avec beaucoup d'éléments préfabriqués pour minimiser l'impact de la construction sur l'environnement, tout simplement. Et on en verra un juste après. Et ben voilà, on va terminer notre tour de table et c'est avec vous, Alphonse Artaud de l'agence Sigu. Cette étagère qu'on voit derrière, elle était exposée jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à il y a quelques mois au pavillon de l'Arsenal à Paris. C'est dans le cadre de tout un travail de recherche que vous avez fait sur un matériau innovant. Oui, donc c'est un matériau qui est en fait une recherche pour trouver une alternative au ciment, notamment dans les sols et la fabrication des chapes. Ce projet en fait est né déjà d'une pratique où ça fait maintenant quasiment 18 ans qu'on bosse, avec une double structure architecture et une boîte plutôt liée à la fabrication, qui nous a permis pendant très longtemps de concevoir et fabriquer nos projets. Et depuis quelques années, on s'est concentré en fait avec cette boîte-là sur la recherche de matériaux
On a beaucoup exploré ces dernières années la question du papier et notamment du déchet en fait, d'une manière générale. Et en fait, cette recherche est née d'un double projet qui était à la fois une recherche qu'on mène depuis plusieurs années sur le plâtre et l'utilisation du plâtre en architecture, au-delà de tel qu'on le connaît dans du placo-plâtre standard, et de l'autre côté la question des déchets liés à la démolition de bâtiments. Et tout ça s'est cristallisé autour d'un projet qui est en fait le futur bureau atelier pour Sigu, où on va déménager, où on est passé aussi du côté maîtrise d'ouvrage. Donc ça rentre aussi dans une recherche constante depuis le début dans notre pratique, de casser un peu les limites du métier, à la fois en allant du côté de la construction, aujourd'hui en allant du côté de la je ne vais pas nommer ça promotion, mais côté maîtrise d'ouvrage, et troisième axe du côté de l'industrie des matériaux, et comment est-ce qu'en tant qu'architecte on peut faire des propositions. Je ne dis pas qu'on va remplacer, ça serait complètement... c'est pas à l'échelle à laquelle on veut le faire, mais en tout cas de montrer qu'il y a des propositions alternatives avec des matériaux que finalement tout le monde pratique à des échelles industrielles. Donc ce matériau-là concrètement, le plâtre il est recyclable à l'infini, le ciment ne l'est pas, la cuisson du plâtre prend 10 fois moins d'énergie que la cuisson du ciment. Et ensuite, à rajouter à ça du gravat lié à la démolition de bâtiments, on est à un bilan carbone qui est aux alentours de 4 fois plus efficace qu'une chape de ciment standard. Mais alors justement, pourquoi est-ce que c'est pas multipliable à l'infini? J'ai l'impression qu'on a toujours 1000 alternatives au béton, et puis en fait dans les faits ça représente une part à chaque fois infime des projets de construction, et on continue d'utiliser le ciment, de le chauffer très très fort, et on ne remplace jamais vraiment le béton. Alors, la nuance effectivement qu'il faut faire, c'est qu'on ne va pas remplacer le béton dans des applications structurelles, bien qu'il y a des gens qui font aujourd'hui des tests sur du plâtre en éléments structurels. Il y a des gens qui expérimentent là-dedans. Nous, on s'est associé à une plâtrière qui est au nord-est de Paris, qui exploite le plâtre depuis des décennies, qui fabrique ses plâtres. Et en travaillant avec lui main dans la main, on a découvert qu'il y avait des plâtres qui pouvaient être utilisés dans les sols. Donc déjà, on dépasse l'application en mur. Le plâtre est plus fragile, on est tous d'accord, mais notre recherche a porté sur est-ce qu'on arriverait à un niveau équivalent de dureté à une chape en ciment standard. La réponse de la recherche, c'est que oui, on arrive à des duretés qui nous permettraient a priori de l'utiliser dans des usages de bureau. Aujourd'hui, c'est un matériau, donc le plâtre à plancher, c'est un matériau historique qui est utilisé dans beaucoup de réhabilitation patrimoniale, parce qu'avant le ciment, on faisait des sols en plâtre. Dans les terrazzo italiens, on utilise des liants de base de chaux, de plâtre. Donc c'est un matériau qui a juste disparu, mais qui a des capacités, notamment environnementales, très intéressantes. Donc en y ajoutant du gravat, on a aussi démontré qu'on augmentait sa dureté. À la fois, on le rend plus vertueux, mais en même temps, on le rend plus dur. Donc on a fait en gros dans cette recherche des tests résistance à l'abrasion, à la rupture. On a bossé avec un laboratoire qui fait des recherches sur le béton, sur la terre. Donc on a chiffré. Ce matériau aujourd'hui n'a pas de fiche technique. Donc l'ambition de la recherche était déjà de le comparer. Donc c'est une analyse comparative à une chape standard à base de ciment. Et ensuite on a fait divers tests où on a poussé à chaque fois de comprendre jusqu'où on pouvait pousser la proportion gravat-plâtre, à diminuer au maximum le liant et de maximiser la proportion de gravat. Et on arrive, donc on pense à des usages qui nous permettraient de l'emmener dans du bureau, dans du logement, ça fonctionne. Et l'autre frein, c'est la question du prix, évidemment, c'est un matériau artisanal. Le comparer aujourd'hui au ciment en termes de coût, on n'est pas au même coût, on est à aujourd'hui 1,5 fois plus cher que le ciment, mais parce que la filière n'existe pas aussi. Antoine, prenons le micro. Je voulais te demander qui finançait le projet. La grande question, d'où vient l'argent? Il y a eu, donc c'est effectivement supporté par le programme FAIR du pavillon de l'Arsenal, qui maintenant chaque année supporte en fait notamment des architectes à faire des projets innovants, et ça c'est honnêtement c'est un des meilleurs outils qui est une des meilleures initiatives à mon avis, qui est née ces dernières années. Et puis nous aussi, on l'a financé parce qu'on a demandé de l'argent, mais pas assez. Parce qu'on a voulu vraiment pousser très très loin la recherche. On a mis 2 ans
Alors il y a eu le Covid, ça a vachement ralenti beaucoup de relations, notamment dans les partenariats. Mais pour vraiment aller aussi loin, on a aussi passé beaucoup de temps nous-mêmes qui n'étaient pas financés. Donc ça, c'est dans aussi l'ADN de Sigu, c'est que depuis le début, on a une partie de l'activité qu'on autofinance et tous ces projets de recherche, on arrive à les financer. Alors après, c'est pas forcément très vertueux sur le long terme. Donc on va dire que pour nous, c'est le premier projet qu'on finance avec de l'argent extérieur. Oui, mais parce que aussi, c'est pas tout de faire une recherche. Le fait de la présenter aussi, cette recherche, dans le cadre d'une exposition au pavillon de l'Arsenal, c'est aussi un travail supplémentaire. Ouais. C'est une économie que vous auriez pu faire. Vous n'étiez pas obligé d'aller... Enfin non, justement, d'ailleurs, c'est une question. C'est le deal. C'est-à-dire de tuer... Enfin, ce programme repose sur l'idée qu'on va te supporter dans ta recherche, mais à la fin, tu dois la restituer et la rendre publique. Ce qui est faire. Alors, ça m'ouvre une question et qu'on pourrait poser aussi à Marie Zawistowski ou à Antoine Aubinet. Tous les trois, vos expérimentations, elles intègrent nécessairement une part de pédagogie, de transmission avec. Tous les trois, les expérimentations que vous nous présentez aujourd'hui, encore une fois, hein, je sais que chacun d'entre vous, vous avez un panel beaucoup plus large que l'image qu'on vient de voir à l'instant. Voilà, Marie Zawistowski nous expliquait l'importance de la transmission dans le projet. Je pourrais vous reposer la même question, Antoine et Alphonse. Enfin voilà, quel est l'enjeu en fait à chaque fois de transmettre? Est-ce que c'est il y a 1000 enjeux, j'imagine, et il y a des enjeux plus, comment dire, au nom de l'agence, déjà, c'est intéressant de pouvoir se présenter. Mais vous pensez faire... Pour participer à faire avancer les choses, c'est important pour vous que ce soit partagé, que ce soit ouvert, montré, que un maximum de personnes viennent voir les festivals Bellastock, viennent visiter les lieux. Bah, c'est sûr, David, on se dit qu'on est en train de travailler maintenant pour que les futurs prescripteurs, quand ils auront leurs agences d'archi, aient un petit peu plus un panel de matériaux un peu plus large que ce que les écoles nous proposent actuellement. Et donc oui, c'est un engagement qu'a pris Bellastock, et c'est aussi parce que pour Bellastock, ça nous a permis de nous ouvrir, enfin de se reconnecter aux matériaux, au territoire, aux personnes qui habitent un lieu. C'est une forme de sensibilité qu'on a développée et une attention aux choses. Et aujourd'hui, on aimerait partager ça avec d'autres étudiants qui, par l'expérimentation, pourront être plus sensibles par la suite, quoi. Mais en fait, d'une certaine manière, et alors ça marche pas exactement dans le cadre de ce programme FAIR, puisque le programme FAIR, vous le disiez à l'instant, implique de présenter derrière la recherche, mais on pourrait presque économiser ce temps-là aussi, d'une certaine manière, et se concentrer sur la recherche en elle-même et l'utiliser chacun dans ses propres projets. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est assez important chez vous, chez Sigu, cette idée de la transmission, cette idée de valoriser des innovations. Est-ce que c'est juste est-ce que c'est une question éthique? Ou est-ce que vous y trouvez un intérêt aussi, vous, dans vos affaires, dans le fonctionnement de l'agence? Il y a différents types de transmission. Moi, j'enseigne à côté en école d'architecture, donc c'est toutes ces idées-là qu'il est important, comme Antoine le disait, de transmettre aux futures générations d'architectes. Ensuite, via le projet FAIR, il y a eu une exposition, il y a eu un livre, il y a eu un film. Tout est disponible online. Le livre, on peut l'acheter. Donc, il y a aussi cette diffusion à un très large public qui, pour nous, est essentielle. Et cette exposition, pour nous, jusqu'ici, on a mené pas mal de recherches, on va dire, en interne, dans le cadre de projets avec des commanditaires, des clients. Et au final, cette recherche nous a aussi ouvert sur une transmission et un partage un peu plus public de ces recherches. Et pour nous, c'est aussi important parce qu'en fait, tout bêtement, on a rencontré aussi des gens. Il y a des gens qui sont de la promotion immobilière qui sont venus voir l'exposition, que ça intéresse fondamentalement aujourd'hui de trouver des vraies alternatives avec des réponses chiffrées, quantifiées. Et la suite de ce travail-là n'aura de sens que s'il trouve une application concrète. Et ça, c'est ce qu'on défend depuis le début, c'est que faire de la recherche pour la recherche, ça ne nous intéresse pas fondamentalement. On veut que les recherches soient appliquées et on est convaincu que c'est en les faisant exister qu'elles auront un vrai impact et qu'elles pourront se développer. Donc, nous, on n'a pas attendu en fait non plus qu'il y ait un promoteur qui nous propose un projet pour appliquer ce matériau, sachant qu'il y a encore plein de freins, notamment les assurances, ce matériau n'existe pas, n'a pas d'ATEX, tout ça.
Mais en fait, on va faire notre propre bâtiment et on va l'appliquer dans notre bâtiment. Donc, on va être les cobayes. Le bâtiment de votre agence, ouais. de l'agence Sigu. On va être les cobayes de notre propre recherche et on va le tester. Voilà. C'est aussi pour nous l'intérêt je disais, on passe côté maîtrise d'ouvrage, mais c'est aussi pour créer, mettre en œuvre en fait nos expérimentations et voir est-ce qu'elles fonctionnent ou pas. Voilà. C'est forcément plus facile en tant que maître d'ouvrage de pouvoir valider sa propre expérimentation. Pour autant, comment est-ce qu'on arrive à présenter ça dans le cadre d'un projet écoutez, peut-être on va le voir en fait directement. Plutôt que je pose la question, je vais demander à Mathieu, peut-être de Mathieu Barret de l'agence Titan, de commenter sur un projet en particulier. Alors, j'aurais dû choisir une autre image. Je vous prie de m'excuser, Mathieu, mais voilà, d'un mot de contexte, on est sur une commande puisque c'est un bâtiment d'une école à Cherbourg. À Cherbourg, pardon, ouais, dans le Cotentin. Et voilà. Et racontez-nous, Mathieu, voilà, quelle est la commande et comment est-ce qu'on arrive concrètement à y impliquer de l'innovation dedans? Là encore sur un matériau. Et on est sur les prémices. C'est-à-dire que là, on vient juste de gagner le concours. Donc pour situer, c'est l'école supérieure, on va dire, pour les ingénieurs des métiers de la mer, donc l'école Intec-Mer à Cherbourg. Et notre volonté, c'était d'essayer de calquer notre production, enfin du moins notre réponse sur les métiers de la mer et en gros les déchets de la mer, les coquillages. Donc on a essayé de chercher en le lien, d'impulser dans le projet des notions. Donc on essaye de chercher. Donc là, c'est vraiment les prémices. Là, c'était vraiment notre carnet de bord qu'on a présenté au maître d'ouvrage en disant ça, c'est pas nos réalisations. Hein. C'est du moins s'en inspirer ou du moins de dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour pouvoir nous aussi participer par notre geste, notre bâtiment et emmener le maître d'ouvrage aussi, parce que c'est important aussi, hein, c'est un duo, vers ce bâtiment et d'essayer de le pousser jusqu'à la construction avec les entreprises et tout ça. Donc on a cherché des biais, on a cherché des solutions, on a cherché donc forcément la question du béton est importante. On construit sur une ancienne décharge, donc c'est aussi la question des déchets, les déchets de la mer, les déchets de dragage qu'on essaye d'impulser aussi dans les fondations. Donc changer, à la place de mettre du sable qu'on va chercher dans les rivières, essayer d'utiliser ces sédiments de dragage qui sont à côté de Caen, on en a, qui sont stockés, on ne sait pas quoi en faire. Et dans l'idée, c'est de les récupérer pour pouvoir les mettre. Et donc ça, c'est plutôt le lien avec le dallage. Donc ça peut rejoindre parfois peut-être Sigu, peut-être sur certains sujets. Mais on se pose des questions de comment réutiliser ces éléments-là, ces questions de déchets, et de proposer des solutions à des alternatives. Mais on ne sait pas si ça va marcher. Par contre, on essaye à chaque fois de travailler avec des entreprises qui peuvent nous accompagner. Parce que nous, on est tout seul. Quand on est tout seul, on n'y arrive pas. Nous, on s'entoure de personnes. Enfin, on essaye de pouvoir essayer de mener ça à bien et de pouvoir trouver ces solutions, quoi. Alors, avant de parler justement de l'équipe qui vous entoure dans un projet comme ça m'intéresse ce que vous disiez à l'instant. On n'est pas sûr que ça va marcher. Mais quel maître d'ouvrage vous accompagne sans être sûr que ça va marcher? Pour Sigu, c'est pas du tout facile, mais quand même, c'est votre propre bâtiment. Si vraiment ça marche pas, vous appellerez au SOM et vous ferez un beau bâtiment en bois avec eux, très bien. Pour vous, il y a quelqu'un qui est là, qui paye, qui a une attente, un calendrier. Vous pouvez pas vous permettre de vous planter avec votre béton d'huître. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'on recherche aussi les huîtres. Effectivement, merci de me le rappeler. Il y a pas que mais ça faisait partie des coquillages. Mais aujourd'hui, les bétons d'huître, effectivement, c'est que pour des pavés drainants, des choses comme ça. Donc nous, c'est essayer de l'impulser dans le bâtiment. Mais pour répondre à ta question, donc c'est une prise de risque, mais c'est aussi, on essaye aussi de séduire en fait le maître d'ouvrage par rapport à ça. Donc on a fait sur d'autres projets effectivement qu'on n'a pas montré là, mais je veux dire, ce duo-là, on essaye de mener à bien, même pour eux. Hein. C'est une vitrine derrière, donc on essaye de prendre le temps et d'impulser ça. Donc forcément, on va peut-être pas répondre, on va mettre un peu de temps, on va dire, de caler ça. Donc on a vraiment les impératifs de planning. Mais on essaye aussi de pousser au maximum le projet dans ce sens, quoi. Pour parler très très concrètement, on est au MIPIM, c'est quoi l'intérêt du maître d'ouvrage? C'est une vitrine pour eux. Il y a bien que ça, c'est genre que nous, c'est un souhait de dire que notre réponse architecturale soit en lien avec le sujet. Pour d'autres projets, on va peut-être sur autre chose. On est en train de tester la terre crue avec la bauge du côté de Rennes, alors que c'est un matériau local. Donc la question des circuits courts, la question du réemploi, c'est des questions plutôt actuelles. Et donc là, on essaye aussi pour eux, c'est pas une question de vitrine, c'est une question que ça soit moteur et c'est aussi expliqué, que ça soit un bâtiment pédagogique. On est sur un bâtiment d'enseignement, donc c'est aussi cette vocation-là, quoi. Donc toutes les solutions sont bonnes à prendre et on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, quoi. Pour ouvrir cette même question, peut-être Jean-Luc Fugier juste à côté, quand vous avez montré encore une fois une expérimentation tout à l'heure, et je sais qu'il y en a bien d'autres dans le cadre de votre production, mais toujours sur cette négociation, cette discussion avec le maître d'ouvrage sur l'intérêt qu'il y trouve, et
il y a un moment où forcément il a une attente très concrète. Comment se font les discussions? Qu'est-ce qu'on met dans la balance pour proposer une solution plutôt qu'une autre? Une solution certes innovante, certes qui peut être une vitrine, mais aussi complexe, pas moins sûre dans sa réalisation. Oui, c'est pas évident. C'est tout l'enjeu de notre métier, c'est d'arriver à avoir ce discours pédagogique pour essayer de faire changer ses habitudes et essayer d'imaginer des solutions un peu alternatives. Mais on est tous confrontés à ce genre de problème. Je pense qu'on a tous expérimenté ça, d'essayer de réutiliser des déchets de chantier dans des bétons, dans des maçonneries. Et on est toujours confronté effectivement à la difficulté de la gestion du coût, du planning, des assurances. Non, mais pour poser la question très concrètement, pourquoi ils vous suivent? Enfin, pourquoi pas faire comme on sait déjà faire en fait? On n'y arrive pas tout le temps, évidemment. Après, ce qui est intéressant dans ce qui est développé là aussi, je trouve, c'est que c'est souvent des techniques ou des expérimentations qui en fait ont déjà existé ou ont déjà plus ou moins eu des pistes dans le passé. Et je pense que c'est une vraie orientation de l'innovation aujourd'hui, c'est d'essayer de revaloriser ces savoir-faire, d'essayer de re-questionner ce qui a pu être possible avant et qu'on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qui parlent aux maîtres d'ouvrage parce que ça convoque aussi la question de l'économie globale, des savoir-faire, parce qu'on parle beaucoup évidemment de matériaux écologiques, etc. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui soient capables et qui aient le savoir-faire pour les mettre en œuvre derrière. Et donc ça, c'est vraiment le rôle, c'est aussi un des grands rôles de notre profession, je pense. Il y a une forme d'œuvre commune un peu. À chaque fois qu'on arrive à mettre en place une innovation, elle pourra servir au-delà. Mais ça se quantifie pas, ça, en tout cas. Oui, mais c'est la force, je pense, de l'organisation, en tout cas de la profession en France, avec ce réseau de petites agences qui essaient de faire ce travail un peu laborieux et un peu exigeant, ouais. Marie-Fad de Awesome, si vous voulez prendre la parole pour présenter, puisqu'on parlait des matériaux locaux, la transition est toute faite. Oui. On n'est pas très très loin d'ici, un peu à l'ouest, dans le massif des Morts. Et oui. Racontez-nous. Alors, ce projet représente bien ce qu'on essaie de se dire là depuis quelques minutes, du fait que le travail d'expérimentation et d'innovation, c'est vraiment un travail d'équipe entre le maître d'ouvrage, les bureaux d'études, l'architecte. Et bien souvent, par rapport à ce que tu disais aussi dans le processus, nous, architectes, on a cette envie de faire des propositions, d'être force de proposition et de vouloir proposer quelque chose de nouveau, d'adapter au site, d'adapter au projet sur lequel on travaille. Donc là, nous, on travaille actuellement depuis un bout de temps maintenant, parce que je vais vous expliquer pourquoi, sur un projet de maison de la nature à Cavalère-sur-Mer. Donc c'est un ancien bâtiment de traitement de déchets qui va être donc réhabilité pour servir d'accueil des visiteurs dans le massif des Morts. C'est un lieu qui est vraiment la croisée de plein de chemins de randonnée qui permettent de rejoindre la maison Foncin, les jardins du Railleul, enfin plein de lieux à visiter à pied, en randonnée dans le massif des Morts. Donc ce sera un lieu d'accueil, d'acheminement des visites, enfin d'information des visiteurs, mais aussi une vitrine des espaces d'exposition, etc. Donc nous, ce qu'on souhaitait faire, évidemment, comme on est sur un espace protégé, conservatoire du littoral, etc., on a voulu faire un projet qui soit vraiment qui soit très bon du point de vue environnemental. Donc on a proposé une isolation par l'extérieur, et on a proposé cette isolation par l'extérieur en liège. Parce que en fait, le massif des Morts, c'est vraiment des forêts méditerranéennes, une des plus belles forêts méditerranéennes, avec beaucoup de chênes lièges, qui malheureusement ne sont plus exploités parce que l'exploitation viticole a pris le pas sur les exploitations forestières. Et il y a beaucoup d'acteurs de protection des forêts qui se battent en ce moment pour essayer de faire en sorte que les chênes lièges soient de nouveau exploités dans cette région.
Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était un projet qui soit isolé par l'extérieur en liège et avec le liège qui soit visible pour justement avoir ce rôle pédagogique de montrer que voilà, c'est une ressource locale qu'il faut, ce serait bien de l'exploiter à nouveau. Donc il se trouve que notre bureau d'études, c'était Olivier Gaujard et qu'il est vice-président de l'association Fibois. Donc voilà, donc c'est vraiment le travail d'équipe. Lui, dans son association, était très porteur de... Enfin, il avait très envie que ce projet voit le jour et qu'on arrive à faire cela. Sauf que même si ça existe, hein, ça se fait beaucoup au Portugal par exemple, cette pratique du liège en façade n'a pas d'ATEX. Donc on a commencé un travail pour avoir un ATEX et faire ce projet tel qu'on l'avait conçu. Donc c'est une belle aventure. Malheureusement, le projet étant dans une zone à risque incendie, feu de forêt, malheureusement, ça nous a un petit peu obligés à changer de solution un petit peu au dernier moment. Donc du coup, on va pas le voir cette façade en liège? Non, on essaiera de le faire sur un autre projet. Mince. Ouais, c'est dommage. C'est un petit peu le côté dommage mais de c'est l'histoire. Ça l'innovation aussi, c'est que. Voilà, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, la recherche, c'est long. Vous avez mis 2 ans. C'est vrai que sur un projet qui est en cours, c'est toujours difficile. Parce qu'entre le moment où on a envie de mettre en œuvre quelque chose, où ça arrive et c'est très beau que tout le monde soit porteur du projet, que tout le monde soit enthousiaste, etc. Ça suffit pas parfois parce que c'est assez long de solutionner ça, d'avoir des assurances, d'être réglementairement parlant conforme, surtout sur des bâtiments publics. Donc voilà. Mais c'est une belle aventure et c'est bien de voir que les maîtres d'ouvrage parfois nous suivent. Et je pense qu'ils nous suivent parce qu'ils ont aussi envie de faire des choses intéressantes et novatrices, quoi. Alphonse Sartou de Sigu. Je voulais juste réagir sur cette question du temps dont tu parlais. Et honnêtement, aujourd'hui, on fait notre propre bâtiment parce que mettre en œuvre une innovation, ça demande du temps. Et dans tous les projets sur lesquels on va, il n'y a jamais le temps de faire. Or, tout le monde veut l'innovation, on veut tous arriver avec la meilleure réponse, la meilleure innovation, mais les conditions dans lesquelles aujourd'hui l'architecture se fait ne sont pas faites pour y développer des innovations. Et on a fait dernièrement des concours pour les logements, Village des médias, Jeux olympiques, donc des ambitions en termes de carbone énormes parce que c'est les Jeux olympiques. Mais concrètement, juste le calendrier de réalisation de ces projets fait que c'est impossible de proposer des réponses pertinentes et innovantes. Sur cette question peut-être du temps, Jean-Luc, simplement pour souligner aussi que la question du temps elle est centrale, mais il y a aussi une question financière importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils qu'on a pour valider, c'est-à-dire les ATEX, etc., sont des outils qui sont très chers et qu'on peut difficilement mettre en œuvre dans tous les bâtiments. Il faut vraiment des projets un peu exceptionnels ou un peu d'envergure ou très visibles pour que ça justifie des ATEX. Si on a parmi nous des architectes, des maîtres d'ouvrage, si pour certains, soit il y a des expériences qu'on pourrait partager sur toutes ces questions-là ou alors des questions par rapport à ce qui s'est dit, n'hésitez pas à me solliciter d'une petite main et je reconnais l'agence civile. Ouais, bonjour, Damien Anthony, civil, mais on est tous impressionnés par le travail énorme qui est fait par beaucoup de courage, beaucoup de ténacité dans les expérimentations. Et j'avais une question un peu d'actualité, mais qui se pose, notamment la pénurie des matériaux qui a eu lieu post-Covid et qui pourra se poursuivre aussi notamment lié à l'augmentation des coûts des matériaux neufs, peut-être lié à l'augmentation du coût de l'énergie. Est-ce que peut-être à Antoine ou à d'autres, Antoine que je connais bien, mais qui effectivement, est-ce que le réemploi aujourd'hui en termes de coût va pas devenir plus intéressant que faire venir des matériaux de très loin avec un coût transport très très loin? Est-ce que l'époque dans laquelle on vit, notamment qui pourra être justement secouée par des pénuries, est-ce que le réemploi n'est pas une réponse? Et est-ce que, alors c'est plutôt une question un peu de coût et d'opérationnalité. Est-ce que tu vois, toi, un changement dans ta pratique sur
un changement de regard aussi sur le réemploi. Ouais, merci Damien. Il y a 10 ans, les opérations réemploi, c'était plus une opération à la marge d'une opération pour montrer qu'il y avait une volonté de réemployer. Et en 10 ans, on a vu évoluer la commande et aujourd'hui, le réemploi s'inscrit plus durablement dans les opérations. Et il y a plusieurs facteurs. Il y a la réglementation qui est en train de changer. Donc on étudie le bilan carbone d'une opération, donc le réemploi commence à être une solution intéressante. Il y a le coût des matériaux, comme tu le disais. Et puis après, on a aussi de plus en plus de maîtrises d'ouvrage qui ont envie de tester, d'innover. Donc ça revient à la table ronde qu'on est en train d'avoir. Mais par exemple, Plaine Commune, chaque année, ils évacuent 1,3 million de tonnes de matériaux en déchets. Ils rachètent la même quantité de matériaux neufs qu'ils acheminent sur Plaine Commune. Le bilan pour le territoire, c'est 0. Et donc on leur a proposé, et on a travaillé avec eux sur le projet qui s'appelle Métabolisme urbain, où en gros on a diagnostiqué 30 sites qui allaient être en déconstruction. On a regardé quelles étaient les filières qu'il y avait sur le territoire. Et en gros, l'objectif, c'est que la matière issue des déconstructions puisse être fléchée sur des constructions neuves. Et on se rend compte qu'un territoire est intéressé même par le levier économique et le développement de filières et le fait que cette matière et faire la ville sur la ville, ça devient une vraie question, même économique. Marie Zawitowski, vous vouliez réagir et j'aurais une... Oui, en fait, ce que tu dis sur le développement filière, c'est aussi vrai pour les matériaux naturels locaux. Donc là, on parle du réemploi. Mais pour répondre à ta question, moi, je fais des chantiers avec fourniture de matériaux en circuit court. Chaque fois, chaque projet est pensé par rapport aux ressources locales disponibles. Les ressources, ce sont les matériaux et les savoir-faire humains aussi. Et en fait, ces chantiers ne sont pas perturbés par les questions de pénurie de matériaux. Pourquoi ? Parce qu'on est en circuit court. Et donc, je pense que c'est la contrainte va nous amener de toute manière à être encore plus vertueux qu'on a essayé de le faire jusqu'ici. Et pour moi, j'ai toujours vu la contrainte, qu'elle soit économique, logistique, etc., comme justement vecteur d'innovation, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Et je pense que l'organisation, la manière d'appréhender ce processus d'approvisionnement en matériaux et donc de penser la manière de construire, effectivement, ça a un impact sur l'économie locale. Pourquoi ? Parce que si on travaille en circuit court, on soutient des filières locales, on permet à des savoir-faire locaux, des artisans, etc., d'exister, des entreprises d'exister. Et puis tout ça participe au dynamisme de communes, etc. Donc pour moi, vraiment, toutes ces questions sont liées. Mais alors, au-delà de la question des matériaux locaux, au-delà de la question du réemploi de l'économie circulaire, est-ce que la situation actuelle et effectivement la crise des matières premières et qui pourrait effectivement s'accentuer dans les semaines, mois, années à venir, est-ce que selon vous ça peut faciliter l'innovation, l'accès à l'innovation ? Est-ce que peut-être vous commencez à le sentir aussi alors je ne sais pas si on est d'autant plus intéressé par le béton d'huître parce qu'on commence à anticiper le manque de sable. Je crois qu'on n'en est pas exactement là, mais plus largement, est-ce que vous y voyez une ouverture potentielle, peut-être Alphonse Sartoux de SIGU ? Concrètement, on le vit en tant que maître d'ouvrage, le bois augmente tous les mois, donc oui, ça devient un vrai problème où là, on valorise tous la construction bois. Demain, dans quelques années, il n'y a plus de bois, peut-être. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc effectivement, le sujet réemploi aujourd'hui, c'est vraiment une clé. Et je pense que le travail que vous faites avec Plaine Commune, par exemple, je pense que la clé, elle est à ces niveaux-là. Encore une fois, si tu essaie de faire ça dans le cadre des concours d'architecture tels qu'ils sont structurés aujourd'hui, c'est impossible. Où tu fais de la décoration, tu mets un petit matériau de réemploi en façade, mais fondamentalement, on ne remet pas en cause nos manières juste déjà de projeter en tant qu'architecte, mais même en tant que maître d'ouvrage, ça va remettre tout en cause, tout à zéro, le financement, les assurances, l'économie, la rentabilité même à la fin, et tout ça, je pense, doit être regardé via le filtre de ce sujet-là qui, je pense, demain va être central. Tiens, une autre manière de poser la question, peut-être Antoine, je vous ai vu depuis quelques jours là, filer les allées du MIPIM. Est-ce qu'on vous reçoit de la même manière aujourd'hui que l'an dernier, il n'y avait pas de MIPIM, disons qu'au CIMI, il y a 1 an ou 2 ans ?
Est-ce que vous voyez une évolution dans le rapport à vos potentiels prospects? C'est délicat parce que tous les constructeurs ou promoteurs n'ont pas une sensibilité aussi développée à la transition écologique. Donc des fois, je me casse quand même les dents sur certains stands. Mais je tiens Non, mais est-ce qu'il y a une évolution voilà. Il y a une évolution. Ouais, ce qui est difficile, c'est que Bellastock défend la plus-value écologique, sociale que peut avoir le fait de conserver la matière, de faire circuler la matière dans un quartier, de créer du lien autour de ces questions-là. Et je me rends compte que c'est pas trop le sujet là par les gens que je rencontre sur le salon, c'est plus la dimension économique. Donc il faut aussi que nous, on rassure et on dise le réemploi c'est à coût égal et en plus il y a des externalités positives. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur endroit pour défendre ce genre de pratique. Un rapide mot, Antoine, puisque vous avez la parole, sur le CAP, qui est ce lieu que vous avez mis en place depuis quelques années et pour un temps assez long. On est encore dans de l'expérimentation. Voilà, juste un rapide mot pour nous présenter le lieu et comment il répond aujourd'hui aux expérimentations et comment il est amené à accompagner des expérimentations sur les prochaines années auprès des jeunes architectes et des étudiants. Donc c'est le CAP, c'est Centre Art, Architecture, Paysage, Patrimoine. En gros, Bellastock, après 16 ans d'expérimentation, on a échangé avec le ministère de la Culture qui nous a invités à réfléchir avec les 6 écoles d'architecture franciliennes à la création d'un lieu pour expérimenter à échelle 1. En gros, offrir la même possibilité que nous, on a eu de pratiquer, d'aller sur le terrain, aux étudiants en archi et leur permettre aussi de travailler avec d'autres domaines qui sont le paysage, l'art et le patrimoine. Donc le lieu, ça fait 2 ans qu'on est sur le projet, c'est un peu long, mais en même temps il y a 6 écoles, il y a 2 ministères, il y a une agglo, une ville, la région Île-de-France, mais on est bien parti parce que Evry vient de racheter ce que vous avez sur l'image, c'est le château, on est en bord de Seine, c'est un peu le Evry qu'on connaît moins. Et il y a 11 hectares de bois. Et donc, Bellastock s'est proposé de faire 3 événements, 3 festivals sur place pour commencer à activer le lieu. Donc 3 années de suite. Voilà, et le faire vivre. Donc on a fait un triptyque, c'est s'implanter, s'outiller, s'ouvrir. Là, on va attaquer la question d'outiller le lieu. Donc on va travailler avec les Compagnons du Devoir et le Low-Tech Lab France. Et l'objectif, à terme, c'est que des enseignants d'écoles d'art ou de paysage puissent faire des modules pédagogiques croisés sur ce lieu et que dans le parc, on puisse exposer ce qui est expérimenté et faire en sorte qu'on devienne aussi un outil pour le territoire. C'est-à-dire quels sont les questionnements sur la ville nouvelle, comment elle vieillit, comment elle évolue, et faire en sorte que ça puisse arriver sur les tables d'école et que les enseignants s'emparent de certaines questions du territoire pour aussi faire évoluer le lieu. Donc, c'est à la fois un lieu pour expérimenter, mais en même temps un lieu qui est ancré territorialement. C'était votre réponse, Antoine, à ma question avant de venir ici, quand je vous demandais d'amener une deuxième image du coup qui représentait l'expérimentation, l'innovation à terme. Dans quelle ligne est-ce que vous aimeriez la voir se développer? De votre côté, Jean-Luc Fugier, vous nous présentez un projet fictif. Je crois reconnaître la corniche de Marseille, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. C'est un projet fictif, c'est-à-dire on a réfléchi, c'est un vieux projet il y a quelques années, on a essayé de le proposer plusieurs fois à la mairie, essayer de trouver des partenaires pour essayer de vendre ce projet, mais l'idée c'était assez simple, c'était d'identifier des lieux de délaissés et travailler sur la question de l'innovation, plutôt sur l'usage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on innove dans les programmes qu'on propose, dans la manière de retourner des situations qui sont aujourd'hui complètement défavorables, abandonnées, sans usage, sans futur presque, et comment est-ce qu'on les transforme pour créer des lieux un peu étonnants et un peu dynamiques. Et ça, c'est assez facile à faire, ça demande souvent assez peu de budget. Ça peut être imaginé avec des structures évidemment de réemploi, des choses comme ça. Et ça, c'était un projet qui était un jalon sur tout le littoral de Marseille, où on était intervenu notamment sous la corniche ici, mais sur d'autres sites aussi, de délaissés d'infrastructures. Bon.
plusieurs endroits. Ça répond un peu doublement à la question, à la fois cette idée de l'innovation dans les usages, mais à la fois l'idée de l'expérimentation dans la manière de proposer le projet. Personne vous a sollicité et c'est par vous-même que... Oui, il faut être un peu fort de proposition. Et puis voilà, ça répond aussi à des logiques aujourd'hui de baisse d'investissement un peu forte sur des équipements, enfin, notamment dans une ville comme Marseille qui a un déficit chronique d'investissement sur ces questions-là. Donc il faut trouver des solutions pour essayer de proposer des équipements pour tous, plus accessibles, plus faciles. Voilà. On n'a pas le budget pour faire des grandes piscines, pour faire des grands stades, etc. Ça existe, ça marche, ça Mais ça se développe, certains l'ont fait. Il y a plusieurs opérations, notamment dans les quartiers nord à Marseille, où il y a des choses comme ça qui sont réalisées. Ouais. Donc c'est un porteur de projet qui arrive avec un projet, avec un financement, avec une solution presque clé en main pour une... Il y a des leviers, ça se fait souvent sur des projets type Europan, des choses comme ça. C'est souvent ce genre de biais, ouais. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la question ça m'a fait penser à un projet sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des entreprises, du savoir-faire local, etc. On a réalisé il y a une dizaine d'années un lycée qui est juste au-dessus de Nice, par exemple, où on avait travaillé sur cette idée de valoriser les filières locales en bois. Et malheureusement, les outils qu'on a aujourd'hui de contrôle de ces questions-là sont complexes. Enfin, c'est là où il faut effectivement repenser la question de la maîtrise d'œuvre, la question. Enfin, tout est aujourd'hui structuré dans la conception pour que l'économie du bâtiment fonctionne sur le coût et le poids de ce qu'on réalise. Rien ne pousse à faire de l'économie de matériaux, rien ne pousse à essayer de repenser l'utilisation des ressources, etc. Donc là-dessus, effectivement, je rejoins ce qui a été dit, c'est hyper important aujourd'hui dans le futur. Et sur l'opération de lycée qu'on avait fait à Nice, on était dans cette idée de valoriser une filière locale de bois, sauf qu'en fait, c'est une entreprise allemande et c'est du bois de Finlande qui a été réalisé. C'est très dur, mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas les outils concrets pour favoriser des entreprises locales plus que d'autres. Mais alors justement, qu'est-ce que ça coûte pour une agence d'architecture que de s'outiller de cette manière-là? Tout à l'heure, on parlait des ATEX, par exemple. N'étant pas architecte, je ne me rends pas bien compte de ce que ça implique de déposer un ATEX. Donc, lorsqu'on a une solution technique innovante, on n'a rien pour montrer comment elle se... quelle est la réglementation qu'on peut appliquer à cette solution. Qu'est-ce que ça implique concrètement dans un travail d'agence? C'est du temps passé. Je ne sais pas si ça vous arrive de déposer des ATEX dans le cadre de... Ça nous arrive rarement, mais on a déjà essayé de le faire. Effectivement, c'est du temps, c'est plusieurs mois de travail, c'est des commissions et c'est de l'argent. C'est beau, c'est relativement onéreux. Ouais. Et dans ce cas-là, le maître d'ouvrage vous accompagne pour ça, ou alors c'est sur votre propre temps, sur votre propre travail et c'est... nous, on n'a jamais réussi à en faire, donc je ne peux pas te répondre. Peut-être pour ouvrir la question, Marie-Fad de Awesome. Souvent, comme c'est très onéreux, bien souvent, ce sont des demandes qui sont faites par l'entreprise plutôt. Donc, soit il faut être sur un projet, ce qui est très rare, où l'entreprise est déjà partie prenante du projet en amont. Soit ça prend du temps ensuite entre le moment où l'entreprise est choisie et où le projet se fait. Soit nous, là, la Maison de la Nature, par exemple, la structure qui allait être porteuse de latex si on le déposait, c'était l'association Fibois. Parce que eux, ils souhaitent toujours, je pense, développer, redynamiser la filière bois avec le chêne-liège dans cette région. Donc, bien souvent, c'est pas l'architecte qui dépose un texte. Et quand on parle du coût, ça coûte du temps de travail pour développer la solution. C'est un dossier à présenter. C'est peut-être un dossier peut-être qu'il faut payer même la présentation en elle-même. Alors du coup, nous on l'a jamais vraiment fait, mais oui, c'est du temps de travail, c'est des commissions. C'est 15 000 euros, je crois. Voilà, j'allais dire 10 000, plus de 10 000. Ouais. Donc voilà, c'est sûr que c'est compliqué. On nous facilite pas la tâche. Et puis juste pour rebondir sur le coup, c'est aussi c'est un ATEX par sujet précis en fait. Donc c'est ça qui est difficile, sachant que voilà, les projets sont souvent sur mesure, avec des solutions adaptées à leur contexte, etc. Et donc chaque fois, c'est une procédure de plus.
Non, nous, sur le sujet concret du plâtre à plancher, le plâtrier avec qui on travaille, on lui a proposé du coup de déposer une ATEX et ça l'intéresse pas. Parce que voilà, il a son business, ça tourne, il vend son plâtre à plancher à des gens dans le patrimoine, donc il n'a pas d'intérêt aujourd'hui concret à faire ça. Et la question de l'ambition environnementale, ça ne le touche pas vraiment. Donc en fait, voilà, nous, l'autre solution, c'est d'aller voir Lafarge. Bah, des gros plâtriers, des gens pour qui débourser 15 000 €, c'est rien du tout. Nous, on voulait jusqu'ici rester local, petite échelle, avec ce plâtrier, parce qu'il est aussi dépositaire d'une histoire de ce matériau au niveau de la région parisienne. Donc voilà, prochaine étape, je pense qu'on va aller voir la R&D de Lafarge ou de Saint-Gobain, quoi. Voilà. Et alors, puisque vous avez la parole, Alphonse Artaud, et on va bientôt arriver au terme de notre discussion, mais voilà, une autre question de l'innovation, et vraiment, vous êtes venu main dans la main avec Mathieu Barret de Titan. C'est d'un côté un matériau innovant, et d'un autre côté une manière d'utiliser l'eau et de nourrir des plantes. Voilà, c'est marrant parce que les deux images vraiment sont en lien, que vous m'avez envoyé l'un et l'autre. On est au pavillon de l'Arsenal encore, décidément, très lié, Sigu et le pavillon de l'Arsenal à Paris. Si vous voulez bien nous commenter cette image. Ouais, donc c'est un projet qui s'est fait dans le cadre de l'expo qui s'appelait Hôtel Métropole. Et on a été invité à réfléchir. Donc il y avait 4 agences invitées à faire des scénographies échelle 1 représentant une partie de l'hôtel. Notre sujet, c'était la chambre d'hôtel. Et en fait, on a choisi de se concentrer sur la question de la salle de bain et la question de la consommation de l'eau. Et en se donnant presque comme un peu règle de jeu de est-ce que je pourrais boire l'eau de ma douche. Voilà. Donc, de cette phrase-là, un peu très optimiste ou pas, à voir. On s'est dit comment est-ce qu'on crée une boucle, en fait, on savait qu'aujourd'hui il y a des systèmes de filtration qui sont capables de filtrer en direct l'eau de la douche que tu consommes. Donc tu fais vraiment une boucle, sauf que ces filtres coûtent, je crois que c'est de l'ordre de 4 000 € et tu les changes tous les mois. Donc c'est des solutions pas très abordables. Donc on s'est associé avec le bureau d'études Le Sommer Environnement qui travaille beaucoup sur le sujet de l'eau pour essayer de trouver une solution alternative avec d'autres techniques dont certaines préexistent. Donc là, les plantes ne sont pas là pour boire de l'eau, mais pour nettoyer l'eau. Donc c'est tout l'idée du projet était de montrer qu'on pourrait récupérer une partie de l'eau de pluie et de la filtrer et en fait à la fin de la rendre potable. Donc la question c'est la potabilité de l'eau. Il faut savoir qu'en France, même l'eau des toilettes doit être potable. Donc, et qu'en fait, aujourd'hui, on a la capacité technique de rendre potable n'importe quelle eau avec juste des filtres. Donc là, il y a une série de filtres. Il y a la phytoépuration en amont et ensuite on a un filtre membranaire et à la fin on a un filtre à charbon. Et avec ces 3 types de filtration, on arrive à rendre de l'eau impure potable. Et c'est qu'une question de réglementation. Donc nous, l'ambition de la scénographie était de démontrer déjà par le prototype, donc c'est que ça fonctionnait dans l'exposition, tu peux ouvrir le robinet et la boucle était créée, était fonctionnelle, et de rendre en fait un sujet aussi peu visible, invisible, un peu gris, un peu très très technique, assez beau, attirant, parce qu'il y avait aussi une ambition un peu pédagogique là-dedans, c'est-à-dire une exposition. Pour nous, voilà, c'est aussi l'intérêt du travail. On revient à la question sur la transmission. Il faut absolument montrer que c'est déjà un sujet central. Ça va ne faire qu'augmenter dans les années qui viennent la question de la pression hydrique. Et qu'aujourd'hui, on a des outils pour réfléchir en fait, à créer des boucles à plein d'échelles. Donc ça se fait aujourd'hui sur des maisons individuelles. Beaucoup de gens expérimentent sur eux-mêmes, dans leur coin, en dehors de toute réglementation, qu'on peut effectivement filtrer, récupérer, sans en faire entrer, sans être connecté au réseau. Là, l'idée, c'est de dire, dans un hôtel, est-ce qu'à l'échelle même d'un hôtel, on pourrait créer une boucle? Est-ce que ça doit se passer à l'échelle d'un quartier? On travaillait au même moment sur Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Est-ce que c'est au sein d'un écoquartier qu'on peut installer des installations qui à un moment permettent de aussi diminuer la pression, au niveau de Paris, la pression de tous les systèmes de traitement urbain qui sont soumis à des grosses pressions, notamment ces dernières années. Mais puisqu'on parlait d'expérimenter pour soi-même, et vous nous parliez juste avant de l'agence, des locaux de l'agence que vous êtes en train de réaliser, on va pouvoir boire l'eau de votre bain si on est invité un jour à boire un thé chez Sigu? Oui, en fait, l'expo aussi, la scénographie, l'idée c'est qu'il y avait 0 déchet sur cette scéno.
Ça, c'était aussi une donnée dont on n'a pas forcément parlé, mais tout est démonté aujourd'hui, tout est stocké dans un container, et cette installation, on va la remonter dans le jardin de la future agence, et ça sera la chambre d'amis / salle de réunion. Et l'idée, c'est de la pousser dans son autonomie. Il y a la question de l'eau, la question demain de l'énergie. Donc ça, c'est des choses qu'on va continuer en fait à pousser, à alimenter dans le cadre peut-être d'autres expositions. Voilà. Et ben voilà, on attend d'être invité. Alors, Marie Zawitowski, vous vouliez réagir ? Oui, d'abord, je voulais dire que moi, j'ai trouvé génial cette installation. Et pour moi, ça nous ramène à la question de la transmission et puis peut-être ce dont je voulais parler moi dans ma dernière image, en fait, c'est... merci pour la transition, allons-y. Hein, voilà. Peut-être pour rappeler... je pense que c'est important de rappeler l'intérêt général de l'architecture. Et puis qu'en fait, les architectes ont une vocation de servir l'intérêt général. Et je pense qu'on le ressent dans nos discussions aujourd'hui, on est tous passionnés par ce qu'on fait, etc. Et pour moi, en fait, chaque réalisation est un démonstrateur, en fait. Et donc, les réalisations même se doivent d'être exemplaires. On parle d'éco-responsabilité, de socio-responsabilité, etc. Et donc, pour moi, je sais que dans notre travail avec Onsite et aussi dans l'enseignement, c'est vraiment un objectif qu'on se donne. Donc ici, l'image qui saute d'ailleurs à l'écran, mais c'est un bâtiment, c'est un restaurant scolaire, donc c'est un bâtiment public qui est réalisé entièrement en pierre, en terre, en bois, avec une isolation en béton de chanvre projeté, donc que des matériaux éco-sourcés locaux. Donc dans un bâtiment qui répond aux réglementations incendie, sismique, puisqu'on est en Isère, donc nous c'est zone sismique 4, etc. Et je pense que c'est aussi important, donc ça c'est un projet qui est mené dans un cadre hybride entre profession, pédagogie et recherche. Et je pense que c'est important de souligner le rôle des laboratoires de recherche des ENSA. Tout à l'heure, tu as parlé du laboratoire Cratère, donc j'en fais partie, mais il y a tout un tas de laboratoires dans les ENSA et qui travaillent sur des sujets de recherche, que ce soit sur les questions des matériaux ou des questions d'usage, enfin tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Et je pense que les ENSA, les écoles d'architecture et ces laboratoires ont un rôle à jouer. Et de plus en plus, on voit des projets hybrides, des montages hybrides. Ça nous ramène toujours à la question du processus pour permettre des collaborations qui ensuite permettent la démonstration de la recherche en architecture ou parfois de faire... des recherches qui pourraient être onéreuses dans un contexte professionnel, le fait de la faire de manière collaborative, etc., avec des montages de projets innovants, ça permet de les mettre en œuvre. Donc pour moi, ça c'est vraiment... on a parlé de transmission, on a parlé de processus. Tous ces sujets sont vraiment importants. Je souligne aussi que donc, ce projet, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des compagnons du devoir. Nous, Antoine encore. Antoine encore, voilà. On a beaucoup de points communs avec Antoine. Mais donc il y a une plateforme qui s'appelle Les Grands Ateliers, qui est une plateforme unique en Europe, et moi à ma connaissance au monde, où en fait où les écoles d'architecture, mais aussi les professionnels, etc., et les compagnons collaborent. Et donc, petite parenthèse, les grands ateliers, donc à Bourgoin-Jallieu, si je dis pas de bêtises, à côté, du côté entre Lyon et Grenoble, qui d'une certaine manière sont un peu à l'image de ce que vous nous présentiez, Antoine, avec le CAP en Ile-de-France, qui est mené par des écoles d'architecture, les écoles d'architecture du coin, et qui participent à l'expérimentation à l'échelle 1 pour les étudiants, mais aussi pour les compagnons et pour tout un tas d'acteurs qui font avancer les questions de la construction et notamment la question des matériaux. C'est ça, et qui sont aussi une plateforme de recherche et développement. Donc ça, c'est très intéressant, en fait, ces modèles hybrides ou de collaboration avec des gens de savoir-faire. Et ça, je voudrais dire aussi qu'on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, des maîtrises d'ouvrage qui veulent faire de l'architecture vertueuse, il y en a plein. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tous nous, architectes, métiers de la maîtrise d'œuvre, on soit vraiment formés sur tout un tas de sujets très techniques, de plus en plus techniques, etc., pour pouvoir mettre en œuvre ces choses. Et puis deux, aussi, ce sont les artisans et les savoir-faire, les entreprises en face, en fait. Et pour moi, il faut vraiment, si on veut avancer en équipe,
Il faut vraiment, alors à travers les projets que proposent les architectes, on valorise ces savoir-faire, on valorise ces démarches où on les tente. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Mais pour moi, il faut vraiment penser l'innovation à travers l'ensemble des acteurs, maîtrise d'ouvrage, entreprise, architecte, ingénieur évidemment, etc. Bureau de contrôle, tu as parlé tout à l'heure. Vraiment toute la chaîne des acteurs pour que ça marche en fait. Et alors peut-être d'ailleurs pour rebondir là encore, on a, enfin si parmi vos expériences, vous avez des témoignages peut-être qui peuvent rentrer dans cette discussion. Parmi les acteurs, il y a aussi les assurances. Tiens, je vois que la MAF est présente sur le site. Voilà, peut-être si quelqu'un veut réagir là-dessus. Moi, je veux bien réagir sur la question de l'assurance. Et puis après, je vois que Jean-Claude est là, donc on va voir ce qu'il va me dire. Jean-Claude Martinez de la MAF, voilà. Non, mais en fait, pour moi, je pense que c'est important de penser l'innovation. Déjà, on peut innover dans le cadre des règles existantes et de manière assurable. Je veux dire, ça, c'est pas... je pense qu'il faut travailler en bonne intelligence. Après, il est certain que les questions d'assurance parfois se posent dans les montages des projets. Ça revient au rôle des acteurs, à la répartition du rôle des acteurs. Et quand on veut monter des projets innovants, parfois on a des montages hybrides qui font que quelle est la responsabilité de qui. Et donc pour moi, le sujet de l'assurance, alors peut-être que je peux dire autre chose, mais il est quand même lié à la question d'un montage qui, dans la manière dont on pratique l'architecture aujourd'hui, est quand même très segmenté. Chacun sa place, chacun son rôle, et tandis qu'on veut, pour inventer l'avenir, travailler de manière de plus en plus collaborative. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un sujet important pour le futur. Peut-être un mot de réponse, Jean-Claude Martinez. Je vous ai vraiment une prise à partie, hein. Je vous prie de m'en excuser, mais c'est intéressant, tant qu'à vous avoir. Non, je me sens très à l'aise, parce que la MAF n'a pas de restrictions dans ses contrats. Donc, on suit les architectes dans l'innovation. Moi, je suis architecte et je profite aussi des avantages de ce contrat. Le problème, ce qui a été dit, c'est que ça doit être l'ensemble des acteurs qui participent à l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, un architecte qui se lance dans une innovation, on va le suivre, sauf qu'à la fin, s'il y a un problème, il va se retrouver seul. Les entreprises les assureurs des entreprises ne vont pas suivre, et donc l'entière responsabilité va revenir sur l'épaule de l'architecte et donc de la MAF. Voilà. C'est pour ça qu'on est assez vigilants, nous, qu'on donne beaucoup de conseils à nos adhérents, pour que et on a besoin surtout de l'appui des maîtrises d'ouvrage. Parce qu'un maître d'ouvrage va pouvoir prendre des risques dans l'innovation, mais il faut qu'il partage le risque aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc il faut que les choses évoluent, évidemment. Nous, on travaille beaucoup sur ça avec eux, enfin quand je dis avec eux, avec les autres assureurs, pour que la prise de risque puisse être partagée. Et à ce moment-là, on sera plus libre. Mais c'est important justement que l'ensemble des constructeurs dont font partie les architectes puissent travailler ensemble justement pour faire avancer les choses. Et on n'a pas le choix, de toute façon, on le sait. Donc nous, notre mission, ce qu'on se donne, c'est vraiment d'accompagner les architectes pour que ça se passe le mieux possible. Et alors, profitant de vous avoir tous sur le stand France Architecture, Corinne Langlois du ministère de la Culture, sur cette question précisément. Mais je voulais juste dire que c'est un peu un des enjeux aussi de l'appel à manifestation d'intérêt qu'on avait créé hier sur Engagé pour la qualité du logement de demain. C'est que rénover les processus de production de l'architecture pour avoir qui est attendu par tout le monde, un meilleur travail entre l'architecte, le maître d'ouvrage, la collectivité, l'usager, ça veut dire redéfinir les rôles de chacun et les responsabilités de chacun et donc faire évoluer le système actuel qui était tout à fait conforme à l'esprit de ce qui avait été conçu dans les années 80, d'une commande très claire avec des rôles et des missions bien définis. Dans le cadre de la loi maîtrise d'ouvrage public, on voit très bien, le maître d'ouvrage, il fait ça, l'architecte, il fait ça, l'usager, on n'en parle pas, la collectivité, non plus. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler comme ça. Les gens ne travaillent plus comme ça. Le monde ne fonctionne plus comme ça. Mais pour ça, il faut rebattre tout le système. Et un des objectifs vraiment de l'expérimentation, c'est de bien regarder qui fait quoi
Et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact assurantiel, réglementaire, etc., financier. Quand je voyais Marie qui fait avec, qui est responsable de quoi? En même temps, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des questions d'habitat indigne. Dans l'habitat indigne, on change complètement la faisabilité d'une opération si à un moment donné, l'habitant, notamment les propriétaires occupants, viennent faire eux-mêmes une partie des travaux. Quelle est la responsabilité de l'architecte si c'est un architecte, ce qui devrait être toujours le cas, qui travaille sur ces projets-là? Eh bien, on ne sait pas. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui, c'est d'utiliser cette expérimentation justement pour éclairer ça. Eh ben, voilà, alors je ne sais pas si on a absolument défini l'entièreté de ce que peut être, des formes que peuvent prendre l'innovation, l'expérimentation dans la conception architecturale, mais je suis assez satisfait de toutes les pistes qui auront été évoquées et jusqu'à celle-ci qui est... Enfin voilà, maintenant on a tous les éléments pour continuer la réflexion et aller plus encore dans l'innovation, dans l'expérimentation, avec vous notamment, jeunes architectes AJAP et prix des jeunes urbanistes. Merci infiniment de votre participation, de cette discussion passionnante qu'on va pouvoir continuer juste après, parce que je vois qu'il est midi, c'est l'heure de déjeuner. Et Corinne Langlois pour le mot de la fin. Voilà, non, juste que c'est pas fini en fait. Des sujets très intéressants, il y en a encore qui seront abordés cet après-midi sur un sujet d'envergure qui rejoint finalement les questions de recyclage, etc. C'est la question de la transformation de l'architecture, notamment de l'architecture récente, pour la réutiliser et la réadapter aux projets aux usages d'aujourd'hui, en évitant de raser 70 ans de notre histoire contemporaine. Donc on se retrouve à 14h30 avec Christine Desmoulins et tout un panel de spécialistes. Avec des architectes dont Manuel Gautran, donc plutôt des gens qui ont fait des choses intéressantes. Eh ben, on va voir ça avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre participation et merci de votre écoute attentive. Bonne journée, bon appétit.